Bonsoir et bienvenue dans Ligne des Mires. Il y a un mois, nous démarrions cet ambitieux programme de reportage et de débat consacré aux grands sujets sensibles et d'intérêt général surtout. Et pour le premier numéro, nous vous avions montré un reportage exceptionnel sur les volontaires pour la défense de la patrie. Un reportage grand format signé Rémi Lambert-Lébier, votre reporter. Notre collègue, notre ami, notre frère, vous le savez, nous a quittés définitivement depuis et nous lui dédions ce deuxième numéro des Lignes des Mires. Rémi Lambert-Lébier, nous poursuivons cette mission que tu as si brillamment commencée et nous espérons être à la hauteur de ton courage et de l'excellence dont tu as fait montre. Eh bien, du courage, il en a fallu à Charles Volière pour effectuer ce voyage périlleux. Eh bien, Charles Volière, c'est le pseudonyme qu'on a donné à notre reporter à cause du caractère très sensible du reportage, celui qui l'a amené à traverser la frontière terrestre ivoiro-burkinabé, une frontière officiellement fermée. Conséquence de la COVID-19, eh bien, peut-on empêcher les hommes d'aller et de venir? Les images du désert libyen et les eaux de Lampedusa nous rappellent tragiquement que non, de jour comme de nuit, hommes et femmes, jeunes et vieux des deux côtés des deux pays passent la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, un trajet de tous les dangers où corruption, menaces, extorsion des fonds, cache-cache impliquent transporteurs, voyageurs et forces de défense et de sécurité. Reportage suivi. La frontière terrestre, bientôt 1 an qu'elle est censée interdire d'accès aux voyageurs. Mais la réalité est tout autre quand on connaît son importance dans le flux migratoire et les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les conséquences de cette fermeture conduisent des populations des deux pays à violer la frontière pour de multiples raisons qui leur sont propres, et cela en présence des forces de défense et de sécurité. Ouagadougou, Abidjan. C'est parti pour plus de 1000 km de distance à parcourir. Coup de fil d'abord avec celui que nous baptisons anonyme, exerçant dans le secteur de transport en commun pour nous assurer de l'existence effective des circuits frauduleux à la frontière ivoiro-burkinabé dans le cadre des restrictions liées à la Covid-19. Ainsi, nous nous faisons passer pour un simple citoyen et passager désirant avoir des renseignements afin d'emprunter ce chemin frauduleux. Bon, si vous voulez prendre la client direct, 45 000, voilà. Donc, arrivé à Niangolo, seulement il y a des trucs qui sont là. Là, vous faites traverser. Dès que vous traversez seulement, il y a un truc qui est, voilà. Mais c'est pas bizarre. Hein. Non, c'est pas bizarre. Non. Comme on dit, les frontières là sont fermées, donc moi j'avais un peu peur. Quoi. Non, sinon, nos passagers passent par là-bas. C'est-à-dire qu'on quitte ici, on va jusqu'à, on arrive à Niangoloko, voilà. Et puis on descend. Maintenant vous avez un petit circuit là-bas. Voilà. Et nous prenons dans notre voiture, on nous fait traverser maintenant la frontière, et puis derrière la frontière là-bas, côté Côte d'Ivoire là. Il y a une autre voiture là-bas qui nous prend et puis on s'en va, c'est ça non? C'est ça. Ok. Donc là au moins c'est cool. Maintenant les départs là c'est quand c'est tout le jour à 9h. C'est fait, nous décidons donc d'aller constater les faits. Déjà, un indice dans cette compagnie de transport à Ouagadougou. Une grille tarifaire placardée au mur indiquant clairement qu'il y a des départs de Ouagadougou à Lomé, à Bamako, à Cotonou ou encore à Abidjan. Chose qui ne devait pas être faite à cette période où le virus continue de se balader si nous faisons référence à la décision du gouvernement. Ce 10 février, Ouagadougou en mouvement au lever du soleil. Embarquement pour près de 356 km où il est prévu une escale avec échange de bus. Dans l'évolution de la maladie à coronavirus, en dehors des fret qui circulaient, une autre décision du gouvernement burkinabé est tombée le 1er août 2020, ordonnant la réouverture des frontières aériennes avec un contrôle strict dans les aéroports où même des tests sont exigés à hauteur d'un peu plus de 50 000 au départ, puis 30 000 francs CFA plus tard. Ce faisant, il était donc supposé que de mars à août 2020, aucun individu ne devrait voyager par voie terrestre
Mais visiblement, cette nouvelle ne concerne pas plusieurs citoyens ivoiriens et burkinabés qui rallient chaque fois Abidjan et Ouagadougou. D'ailleurs, ils sont très nombreux, dans ce cas, en partance pour Abidjan. Après 6 heures de route, nous sommes à Bobo-Dioulasso, première grande ville de l'ouest du Burkina. 3 heures de pause à Sia, embarquement pour Niangologo, ville frontière avec la Côte d'Ivoire. Dans le bus, des passagers venus de plusieurs villes du Burkina pour la Côte d'Ivoire. C'est le cas de ce passager qui vient de Tenkodogo. Ce trajet, il a déjà fait le mois passé. Ils sont arrivés de Niangologo dans la frontière. Là. Ils vont gérer ça. Maintenant, je parle de ça maintenant. Là. C'est nous qui s'occupons de ça. Voilà, c'est ce que je t'informe. Ils vont gérer aussi. Et puis nous aussi, on va gérer. Les parties là-bas. Et traverser la frontière là. Il y a les petits parades là-bas. C'est nous qui payons ça. Le soleil se couche sur la cité du paysan noir. Il est évident que la nuit tombera sur nous avant le point de contrôle à la frontière, à Niangologo. La cité de Santa justement, nous voilà, après près de 500 km de la capitale. Comme pour accueillir un nouveau venu, ils sont là, très nombreux, les passeurs, qui avec des tricycles, qui avec des motos à 2 roues. Ils sont présents dans toutes les gares du Niangologo pour proposer leurs services aux voyageurs. Ici, dans cette salle d'attente, sont regroupés tous les voyageurs ayant payé le transport direct de Ouagadougou à 45 000 francs CFA. Après vérification des tickets, des passagers ayant moins de bagages sont confiés à un passeur. Ceux avec beaucoup plus d'affaires sont embarqués dans des tricycles. Et nous voici avec notre passeur sur cet engin à 2 roues, perçant l'obscurité de Niangologo. Il faut parcourir environ 60 km à 7 heures de la nuit pour atteindre Bouangolo, en Côte d'Ivoire. À peine quelques kilomètres de route que nous quittons le bitume pour une piste peu recommandable. Non, les dozos, pardon. Les dozos. Eux aussi, ils ont leur barrage et vous devez payer. Dans cette même broussaille se trouvent également des dozos appelés chasseurs traditionnels avec des checkpoints. À eux aussi, il faut verser de l'argent. À la sortie de Niangologo pour Abidjan, il faut compter 2 postes de contrôle. Avec ces FDS, pas de flexibilité. 5 000 francs à payer si vous n'êtes pas autorisé à passer, nous révèle notre transporteur. Lui qui ne veut pas payer 10 000 francs sur ces 2 checkpoints. Alors, il faut couper le moteur avant d'arriver à ce poste et marcher près de 500 mètres dans cette obscurité pour les contourner. Voilà, les policiers là sont où? Où il y a la lumière. Où il y a la lumière. Donc si on passe là-bas, ils vont faire quoi? Ils vont nous attraper. On paye 5 000 là-bas. Qui? 5 000. Ok, à cause de ça, j'ai entré de passer avec toi. Je suis en bus là. De retour d'Abidjan, nous passons cette fois à ce poste. Et voici les 5 000 qui nous sont demandés. Comme un individu à faible revenu, nous plaidons pour une réduction de cette somme. Ouais. Ouais. Enfin, ça va bien chez vous. Je vais avoir là. Ouais. Il n'y a rien laissé passer. Non, non. Négocier un peu avec vous. Je vais négocier un peu avec vous. J'ai vraiment plus d'argent en fait. Je vais prendre l'argent. Le poste suivant, nous déboursons 2 000 francs pour les mêmes motifs. Je vais à Ouaga. Oui, en fait j'étais parti pour faire mes papiers là-bas. À l'Eraba, localité située aux abords du fleuve Komoué, marquant la frontière naturelle
entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à l'aller comme à notre retour, nous sommes contraints de payer 2000 francs non négociables. Ça y va pour tous les passagers. Un peu plus loin, sur le même axe, en territoire ivoirien, c'est un poste de contrôle typiquement militaire avec le pick-up. Ils sont chauds bouillants. Ici, on ne demande ni de laisser passer, ni même évoquer des mesures de restriction liées à la Covid-19. La petite clochette qui résonne est 2000-2000. Tu es malade ou bien? Moi, je parle du temps de ma tête qui? Je parle de ta gueule. Mais faites vite, allez couper un vidéo là-bas. Faites vite. Tiens. Copinassi, tout le monde, c'est comme ça. Le militaire montre que sur cet axe, c'est lui, le patron. Des menaces même s'en suivent. Pas me dire, tu peux même pas me dire comment elle travaille. Si tu m'as dit ça, rien que tu t'étais. Si tu penses que ma mère t'a fait, essaie. J'avais à mon époque, là où il y a chicoté quelqu'un. Là où c'est très impoli. C'est à me dire comment moi je dois travailler. C'est ainsi le quotidien entre passagers, voyageurs et forces de défense et de sécurité depuis la fermeture des frontières. Au total, il faut compter au moins 8 postes de contrôle depuis Niangologo jusqu'à Ouangolo en Côte d'Ivoire. La somme exigée au départ est 5000 francs si vous ne vous faites pas accompagner par un passeur pour négocier. Et cela à tous les barrages. Pour les voyageurs qui empruntent la brousse, il faut compter la paye des dozos qui varie entre 500 et 1000 francs CFA. Sans oublier qu'en passant sur les pistes dans la brousse, il y a d'énormes risques. Risques d'accident où il serait quasi impossible de vous évacuer à temps car seuls les passeurs connaissent ces routes. Il faut ajouter les cas d'agression. D'ailleurs, des passagers ont été agressés sur ces pistes, dans ces broussailles, nous confie le passeur, ce qui désole ce voyageur. La voie routière est une voie où forcément l'on doit passer à chaque moment. Bon, les frontières sont fermées à cause d'une maladie, à cause d'une pandémie. Donc, si nous devons voyager, nous sommes obligés de passer par un moyen illégal, ou bien genre rentrer dans la brousse. Mais à travers cette brousse aussi là, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de risques. Ce risque est vraiment grave à courir. En cas d'accident, en cas de coupure de route, d'agression dans la forêt, on ne saurait que faire. Voilà, parce que notre vie est livrée à nous-mêmes. Après plus de 2 heures de route, nous sommes à Ouangolo-Dougou, en territoire ivoirien. Chacun raconte son périple. À Abidjan, les autorités, elles considèrent toujours que les frontières sont fermées. Mais la vie continue, c'est pourquoi on assiste à ce flux migratoire. Alors, de part et d'autre, je vous le dis très clairement, les dispositions sont prises. Les frontières, pour l'instant, sont fermées. Chaque pays contrôle les flux migratoires. Mais dire que la frontière est fermée ne veut pas dire suspension absolue de tout trafic entre les frontières. La vie continue, mais ce trafic-là est bien contrôlé. Il y a des besoins de part et d'autre qui s'expriment et les deux pays suivent ces flux migratoires. Au Burkina, ces passages frauduleux ne sont pas du tout étrangers auprès du gouvernement. Effectivement, il nous est signalé qu'en raison de la fermeture des frontières, effectivement, les populations, certaines personnes cherchent à se faufiler. Nous connaissons le phénomène de la porosité de nos frontières, à se faufiler et quand même à traverser sans respecter les prescriptions. Les voyageurs, eux, n'ont qu'un et un seul souhait, malgré ces restrictions. Bon, il y a des cas, certes, mais pour des voyages, si tu as un parent qui a une urgence, un parent qui est décédé ou bien quelqu'un qui doit aller faire des papiers à Abidjan, au moins on doit nous donner une autorisation. Même si cette autorisation doit être payée d'au moins 5 000 à 10 000, on peut le faire pour pouvoir traverser les frontières. Mais si tout est fermé depuis combien de temps jusqu'à ce temps-là, c'est vraiment difficile. Donc on peut dire aux autorités d'essayer de trouver des dispositions pour nous faire traverser les frontières, juste pour nos activités, pour nos commerces et pour nos voyages. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de pandémie que chaque pays gère avec tous les moyens qu'il a à sa disposition.
dans une synergie parfaite. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à laisser les populations circuler de part et d'autre. Mais toutes les dispositions sont prises pour que cette circulation de part et d'autre soit bien contrôlée sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique et sur le plan de la coopération. Il y a toujours la circulation même autorisée, seulement il faut respecter des règles qui sont posées. Donc cela nous interpelle à travailler ensemble, à trouver les meilleures solutions pour pouvoir donc éviter cette propagation et qu'on puisse vraiment rapidement maîtriser également cette situation au plan sanitaire. En attendant de maîtriser cette situation au plan sanitaire, avec même les laissez-passer exigés, ce sont de nombreux voyageurs burkinabés et ivoiriens qui continuent de se déplacer chaque jour à ces frontières, souvent avec de gros risques. Sans oublier cet énorme business qui se fait entre les forces de défense et de sécurité et les compagnies de transport en commun. Mieux, les passeurs de la ville de Niangoloku, sans oublier les dévieurs, dans leur propre jargon, s'en frottent les mains, même si eux aussi souhaitent que ces frontières s'ouvrent de nouveau pour le bonheur de toutes les populations. Voilà, et nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie de Ligne des Mires. Vous savez que la deuxième partie de Ligne des Mires, c'est le débat. Autour de moi sur ce plateau, je m'en vais vous présenter nos invités. Docteur Jean-Charlemagne Kondombo, c'est ça, médecin de santé publique, gestionnaire d'incidents du Covid-19 au CORUS, le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Juste à sa droite, nous avons M. Paul Kofi, commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et du transport à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Bonsoir, M. Paul Kofi. Bonsoir. Je précise que l'une des missions fondamentales de l'UEMOA, c'est de veiller à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et puis notre troisième invité, il est le représentant de la société civile, Éric Kinda, porte-parole du Ballet citoyen. Il est par ailleurs enseignant de philosophie. Bonsoir, M. Éric Kinda. Merci Bonsoir. à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Un premier tour de table rapide. Quand vous avez suivi ce reportage, ces images, quels sont les premiers sentiments qui vous animent? Docteur Charlemagne. Merci bien. Permettez-moi de vous remercier pour l'invitation du ministère de la Santé sur ce plateau. Et je voudrais d'abord ici traduire un petit peu, j'allais dire, un sentiment de frustration par rapport à ce qui se vit réellement au niveau donc de cette frontière que nous venons donc de visionner. C'est dire en sorte que la vie continue avec tous les risques que ça comporte, les difficultés également qui y sont liées. Mais quelque part, il faut dire que les citoyens lambda qui se doivent également d'effectuer des déplacements pour soit des raisons sociales, soit pour des raisons familiales, etc., se doit aussi de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'avion, ils n'ont pas les moyens également d'autres moyens qui puissent leur permettre d'y aller. Donc, c'est cela, malheureusement, le constat qui est un petit peu une frustration vraiment et qu'il faille résoudre au plus vite. Docteur Paul Kofi, voilà. Vos premiers sentiments. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais saisir l'occasion pour vous remercier la télévision BF1 pour l'opportunité que vous nous offrez. Et donc, au nom de M. Abdallah Bouraïma, président de la commission, qui nous a autorisé à prendre part à cette émission, mais aussi au niveau des 8 États que nous représentons, nous allons nous exprimer et justement nous marquons notre indignation puisque c'est un événement qui vient contredire un peu les mesures qui ont été prises au niveau des États. Et je pense que nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître la situation et de réagir favorablement pour mettre fin n'est-ce pas, à cette situation qui pénalise et aussi qui crée des frustrations, aussi des perturbations dans les échanges, aussi dans le mouvement des personnes et des biens que nous voulons rendre, n'est-ce pas, tout à fait fluide.
Eric Kinda, ce sont des images dures et difficiles à voir que nous venons de regarder tout à l'heure dans ce reportage. Vos premières impressions? Bien, écoutez, avant tout propos sur l'élément de reportage et sur la thématique qui nous rassemble, qui nous réunit ici ce soir, permettez-moi d'abord de saluer la mémoire de votre confrère. Et au nom de tous les militants du Balai citoyen, nous présentons toutes nos condoléances à BF1 et à toute la famille, parce que nous savons que vous avez été durement éprouvés par deux événements. Il y a eu d'abord l'incendie de vos locaux, et ensuite il y a la disparition du caméraman, pour qui vraiment j'avais une profonde admiration pour le boulot qu'il abattait. Et j'ose espérer que ce qu'il a pu initier avec vous puisse continuer et pour le bien de BF1. Ceci étant, lorsqu'on observe donc l'élément de reportage, on est indigné, on a un coup de froid sur le dos. Et on se demande dans quel monde nous sommes. Mais en même temps, si vous êtes un citoyen averti, vous n'êtes pas du tout surpris. Et c'est là aussi témoin, c'est l'expression de la gouvernance aussi de nos États. C'est comme ça que ça se passe. On a des dispositions, on a des règles, on a des lois, mais voilà, dans la pratique, ce qui se passe est contraire au bon sens. Bien. Voilà. Merci d'abord. Nous commençons donc avec la première partie de ce débat, une première partie que j'ai nommée la fermeture des frontières terrestres, les causes. On va parler des causes de la fermeture des frontières terrestres. Il faut dire que c'est depuis le 21 mars 2020 que la plupart des pays de l'UEMOA ont pris la décision de fermer et leurs frontières terrestres et aériennes. Par la suite, les frontières aériennes vont être autorisées à s'ouvrir et ces frontières ont été fermées pour empêcher la propagation de la COVID-19 dont on voyait les premières apparitions dans la sous-région. Alors, je m'adresse à vous, Dr Charlemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette fermeture des frontières terrestres, après 1 an maintenant, est-ce qu'elle était opportune et surtout, est-ce qu'elle a montré son efficacité du point de vue lutte contre la propagation de la COVID-19? Merci pour cette préoccupation. Il faut dire que effectivement, depuis donc le 21 mars de l'année écoulée, les frontières terrestres, aériennes et maritimes et ferroviaires pour notre pays ont été donc fermées. Et à ce titre, effectivement, au regard des images que nous voyons aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que cette fermeture a été totalement ou a permis totalement de maîtriser la pandémie. Mais il faut le dire que l'objectif premier, lorsqu'on ferme des frontières en pareille circonstance, en pareille situation, c'est d'abord de freiner la propagation de la maladie à l'échelle donc du pays et à l'échelle donc des régions. Donc c'est pour vraiment freiner la propagation rapide donc de la pandémie au Covid-19. Et l'autorité, en prenant cette mesure, a cru bon bien faire. Et effectivement, ça a contribué, même si vous ne voyez pas de manière visible la contribution de cette fermeture, il faut le dire, cela a permis de réduire un flux vraiment significatif au niveau donc de ces frontières. Je m'en vais vous donner quelques chiffres, malgré cette fermeture, qui sont également enregistrés lorsque vous regardez courant janvier jusqu'à la date du 21 février, au niveau donc de la frontière de Yendéré, vous avez environ 254 594 voyageurs qui y sont passés. Et au niveau donc de l'embarquement, c'est-à-dire ceux qui sortent, donc vous avez environ 28 860 qui embarquent. Et vous avez donc, lorsque vous regardez au niveau des autres frontières, je regarde par exemple Amilé, toujours au cours de la même période, vous avez 40 867 passagers qui débarquent, voyageurs qui débarquent, et vous avez 17 712 passagers qui embarquent.
Lorsque vous regardez comparativement au niveau de l'aéroport international de Ouagadougou, pendant la même période, vous aviez environ 86 059 passagers qui débarquent et vous avez donc 58 995 passagers qui embarquent. Et au niveau de l'aéroport de Bobo-Dioulasso, vous avez 3 792 passagers qui débarquent et vous avez 3 237 passagers qui embarquent. Et il y a ce constat, en fait, illustre clairement que bien que l'on dise que les frontières sont fermées, il y a un flux, un trafic qui ne dit pas son nom. Et ce trafic qui ne dit pas son nom fait que cette porosité des frontières laisse échapper quand même des cas de Covid-19 qui sont peu maîtrisables donc par les agents de santé, parce que lorsque vous regardez le détour que ces passagers prennent pour pouvoir arriver à leur fin, il n'y a aucun contrôle. Et il y a plus de risques et même le brassage entre ces passagers crée davantage de risques. Donc cette porosité, quelque part, a été aussi donc un facteur donc, d'aggravation, d'augmentation des clusters. Ce sont donc des poches donc, qui naissent au niveau donc, de certaines régions. Vous avez vu qu'au début donc, de la pandémie, les deux épicentres étaient Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ceci donc a été très vite maîtrisé pendant une longue période. Mais plus tard, lorsque vous contraignez un citoyen à une certaine forme de prison, il a envie toujours de montrer qu'il peut sortir de l'étau. Et c'est ce qui a été donc émaillé par la suite. Et ce faisant, nous avons très vite été envahis au niveau des régions par donc des clusters, par donc des foyers localisés de cas de Covid-19 qui sont nés et qui ont été vite entretenus et avec donc une vitesse de propagation qui a très vite touché donc l'ensemble des régions. Et ce faisant, nous avons connu en tout cas une flambée galopante de la pandémie à l'échelle pays. C'est pour dire que quelque part, et lorsque nous avions décidé de la réouverture partielle des frontières aériennes, il aurait été intéressant de mettre une passerelle pour permettre en quelque sorte aux citoyens lambda qui ne peuvent pas s'offrir ce voyage aérien et pour ceux qui ont véritablement des nécessités, soit pour des raisons familiales, pour assister un parent décédé ou pour assister un parent malade ou pour des raisons justifiées, que cette passerelle terrestre puisse exister et puisse permettre de manière traçable donc, le trafic à ce niveau avec un contrôle appuyé par les agents de santé. Donc je pense que s'il y avait à refaire, je pense que certainement les autorités seront certainement amenées à associer donc, ce processus donc, à une telle initiative. Merci, Dr Charlemagne. Je voudrais préciser à nos téléspectateurs que vous l'avez sans doute remarqué dans ce reportage, il a été beaucoup question de transporteurs, de voyageurs. Eh bien, nous avons adressé une invitation au ministère en charge des Transports pour participer à cette émission. Eh bien, dans l'après-midi de ce mercredi, eh bien, le ministère des Transports nous a fait comprendre qu'il n'était pas disposé à répondre à notre invitation. Il a donc décidé de ne pas venir. Il faudrait que vous le sachiez, c'était un acteur important de ce reportage et des conséquences que nous voyons. Ils ont décidé de ne pas répondre à notre invitation. Il faudrait que vous le sachiez. Eric, pardonnez-moi de vous appeler par votre prénom, Eric Kinda, voilà, ça fait plus respectueux pour nos téléspectateurs. Est-ce que vous comprenez, vous, de la société civile, cette décision de fermer les frontières terrestres pendant 1 an? Est-ce que vous comprenez cela? Bien, je crois qu'au niveau de la société civile, lorsque la mesure a été prise, nous avons d'abord considéré que quand il y a un problème de ce genre, un État responsable doit décider. Mais encore faut-il avoir les moyens de la décision qu'on prend. Quand on suit les reportages et quand on prend les témoignages, on se rend compte que ce sont des décisions qui ont été prises
sans aucune mesure d'accompagnement, on n'a pas les moyens, on n'a pas eu les moyens pour accompagner ces décisions. Est-ce que ces décisions ont été prises après avoir fait une étude sociologique de la situation? Parce que dans le reportage, vous voyez, les conséquences sont énormes. Il y a un traumatisme psychologique. On va venir aux conséquences tout à l'heure. Donc nous avions eu l'impression à un moment donné que c'était du copier-coller. Parce qu'ailleurs, en Europe, par exemple, immédiatement, il y a eu fermeture des frontières. Nous avons fait la même chose, et sans, en tout cas, avoir les moyens de notre politique. Et ça, c'est regrettable. Il ne faut pas prendre une mesure parce qu'il faut prendre une mesure. Il faut se donner les moyens pour prendre la mesure et voir surtout l'intérêt des populations. Lorsque vous regardez, on prend une décision et en même temps, on sait que les frontières sont poreuses, les gens vont passer. Les citoyens vont passer par tous les moyens parce qu'il y a des besoins impérieux. Et dans le même temps, on maintient fermées les frontières terrestres et au niveau aérien, voilà, on a la facilité de prendre son avion et d'aller là où on veut. Et nous avons eu l'impression, ce n'est pas une impression, c'est un constat, on constate que c'est quand même une politique de 2 poids 2 mesures. Ceux qui ont les moyens, vous faites votre test et vous prenez l'avion, vous partez. Le citoyen lambda doit subir. Est-ce qu'on a pensé à une solution pour le citoyen lambda? C'est ça. Alors, est-ce qu'on a pensé à une solution pour le citoyen lambda? On va poser directement la question à M. Paul Kofi, qui est chargé, commissaire au niveau de l'UEMOA, chargé de ces questions. Je précise que ce n'est pas l'UEMOA qui a décidé de fermer les frontières. Ce sont les États qui ont pris les décisions de fermer les frontières, mais l'UEMOA est chargé de veiller sur la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire. M. Paul Kofi, il vient de poser le problème aujourd'hui pour les habitants de l'UEMOA qui ont les moyens de prendre l'avion, ils peuvent voyager, mais pour ceux qui n'ont pas ce luxe-là entre griffes, ils sont obligés de rester dans leur pays au niveau de l'UEMOA. Quel est le regard que vous jetez sur cette situation, vous qui devez assurer la libre circulation des biens des personnes? Merci beaucoup. D'abord, je m'inscris un peu dans le sens contraire de mes 2 prédécesseurs. Je pense que le médecin sera d'accord avec moi. Dans ces situations de pandémie, vous avez un élément qu'on appelle le taux de contamination. Le principe, dans les mesures qui ont été prises, c'est d'arrêter la propagation. Pour une affection dont vous n'avez pas le médicament, on nous a appris quand on était tous enfants, je pense à l'école primaire, pour peut-être qui n'ont pas fait la santé, mais on met les gens en quarantaine. Pourquoi on met les gens en quarantaine? On les met en quarantaine pour éviter que quelqu'un qui est contaminé, par le contact qu'il a avec son voisin, avec autrui, il puisse transmettre la maladie. Donc, comme nous n'avons pas de médicaments, de traitement, il fallait tout de suite prendre la mesure conservatoire de réduire les contacts. Donc, en fermant les frontières, c'est pour empêcher les mouvements de personnes pour des raisons sanitaires. Je dis bien pour des raisons sanitaires. Donc, si vous suivez bien l'évolution de cette maladie entre les différents continents, vous allez voir que l'Afrique a été beaucoup épargnée parce que dès le départ, nous avons pris ces mesures. Je peux vous assurer que si on n'avait pas pris ces mesures, nous serons peut-être dans une situation beaucoup plus grave. Maintenant, ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'après 1 an passé, il faut effectivement évoluer parce qu'on a perçu. Quand vous prenez une mesure, c'est comme une pièce de monnaie, il y a toujours 2 faces. Quand vous prenez une mesure, à un moment donné, vous regardez les incidences négatives. Je pense qu'aujourd'hui, le moment est arrivé de regarder aussi les incidences de ces mesures. Donc, pour revenir à ces mesures, aujourd'hui, dans la sous-région, nous avons à peu près 107 000 contaminés avec un taux de mortalité qui est relativement faible, n'est pas loin de 2%, 1,79%. Et quand vous regardez dans le monde, aujourd'hui, on a 115 millions de personnes contaminées avec 2 500 000 décès. Quand vous regardez dans notre zone, dans la zone UEMOA et en Afrique, je pense qu'on est quand même mieux préservés. Comme nous n'avons pas les moyens, comme les autres, nous avons dû fermer les frontières pour des raisons sanitaires. Vous vous rappelez, les premiers éléments de contamination étaient des éléments extérieurs, importés. Donc tout de suite, il fallait fermer les aéroports. Puisque le malade qui arrive utilise l'avion, il vient sur votre territoire. Si on regarde bien, ça fait 1 an. Les premiers malades
ce qu'on appelle donc le patient zéro, c'était au mois de mars de l'année dernière. Il fallait arrêter cela. Ensuite, les frontières terrestres. On sait bien que les personnes se déplacent, mais il fallait prendre cette mesure. On sait bien que les frontières sont poreuses, mais si on n'avait pas pris cette mesure, elle allait être plus grave. Maintenant, après un an, je suis d'accord avec vous, il faut regarder cette mesure si aujourd'hui il n'est pas temps de passer à une autre étape. Je crois qu'on est là aujourd'hui, et je crois que c'est dans ce sens qu'on devrait peut-être évoluer. Alors, on est d'accord avec vous, mais l'autre question, et c'est la question que beaucoup d'habitants de la zone UEMOA se posent, comment se fait-il que pour des personnes qui vivent dans le même espace communautaire, les uns soient autorisés à voyager parce qu'ils ont les moyens de prendre l'avion, de se payer un billet d'avion, de faire un test. D'abord, le test Covid, c'est 50 000 francs CFA, ce qui est déjà trop cher, plus les billets d'avion, aller-retour, alors que, bon, pour monsieur qui habite peut-être à 5 km seulement de la frontière, il ne peut pas aller de l'autre côté pour aller voir ses parents, faire ses courses, faire son commerce. C'est cette inégalité que les habitants de l'UEMOA perçoivent, et les habitants de la zone UEMOA perçoivent, et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Alors, je vais vous expliquer. Oui. 95% du trafic aérien était arrêté. Les entreprises aériennes étaient au bord de fermeture. Elles étaient à l'agonie. Donc, si on n'a pas pris ces mesures de réouvrir les frontières aériennes, qui sont peut-être, il faut aussi qu'on le reconnaisse, elles sont plus faciles à réouvrir que les frontières terrestres. Vous avez des pays, nos pays, vous prenez le Burkina, qui a 6 frontières, 6 pays frontières. La Côte d'Ivoire en a 4, y compris les frontières maritimes. Mais au niveau des frontières aériennes, il est plus facile de le faire parce qu'on contrôle le mouvement des avions. Et dans un avion, vous avez quoi? Maximum, les vols qui se passent dans notre zone, maximum c'est quoi? 100 voyageurs. Et même on va même plus loin, on fait la distanciation dans les avions, ce qui est quasiment impossible dans les véhicules parce que les gens refusent. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui quitte Abidjan et qui va à Niamey par la route, vous voyez le trajet qu'il parcourt, si on doit lui faire subir des examens, il fera 5 jours en route, alors que quelquefois, les délais de validité des tests sont de 5 jours. Donc, il est plus facile de contrôler, n'est-ce pas, le vol. Ce qui n'est pas le cas pour le transport terrestre. Et en plus, le transport terrestre, on sait très bien que dans le voisinage, il est plus facile aux populations de se déplacer. C'est pourquoi, moi, quand j'ai vu le reportage, je ne suis pas étonné, puisque nous-mêmes, nous avons fait les enquêtes. Nous avons fait les enquêtes. Au niveau de l'UEMOA? Au niveau de l'UEMOA, nous avons fait les enquêtes. Et c'est ce qui nous permettra, je pense, de prendre et de suggérer un certain nombre de mesures. Moi, je pense que nous n'allons pas nous éterniser sur les conséquences qu'il y a eu. Nous devons aujourd'hui essayer de voir comment est-ce qu'on peut pallier à cette situation. Je crois qu'on sera davantage positif pour tout le monde. Sinon, la Mali, vous le savez bien, il y a eu 2 vagues. Il y a eu la première vague. Je prends un pays comme le Burkina qui s'en sort très bien, qui s'en sortait très bien. Le médecin là, il peut me le confirmer. Nous sommes passés à la 2e vague depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, il y a une explosion. Pourquoi? Avant d'aller aux frontières, parlons des mesures barrières que les gens ne respectent pas. Moi, je donne un exemple. Vous allez dans une pharmacie, parfois les gens vous regardent. Dans une pharmacie, quand vous portez un masque, on vous regarde. Vous allez dans un restaurant, on vous regarde. Alors, pardonnez-moi de vous interrompre. C'est peut-être pour cela qu'il y a de nombreuses personnes qui estiment que la fermeture, le fait de maintenir les frontières terrestres fermées ne répond à absolument rien. Parce que depuis 1 an, les frontières terrestres sont fermées, mais il y a la propagation de la maladie qui continue à l'intérieur des États. Pourquoi on laisse les frontières terrestres fermées alors? Alors, j'en arrive. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Oui. On a évolué par étapes. D'abord, les frontières aériennes. Vous vous rappelez l'année dernière, au mois de juillet, l'UEMOA s'est réuni avec les ministres des Transports au mois de mai. Les ministres des Transports de la sous-région ont pris la décision de la réouverture des frontières, mais en le faisant de façon concertée. Donc, on a d'abord procédé à la réouverture des frontières aériennes au mois de juillet et d'août. Aujourd'hui, je peux vous dire, pas plus tard que le 9 février, les experts en matière de transport se sont réunis et toujours au mois de février, le secteur privé de la sous-région s'est réuni et a suggéré à la Commission d'envisager la réouverture des frontières terrestres. On va y arriver dans la dernière partie de l'émission sur les solutions, la réouverture des frontières terrestres. Je voudrais qu'on reste un peu sur les conséquences parce que c'est sur ces conséquences-là que notre reportage insiste. D'abord, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le fait d'ouvrir les frontières aériennes et de laisser les frontières terrestres fermées
est une forme d'inégalité qu'on impose aux populations qui vivent à l'intérieur de l'espace UEMOA. Eric. Je voudrais rebondir sur les propos du commissaire avant de répondre à votre question. Je voudrais savoir si, un an après le début de la pandémie au niveau de l'UEMOA, est-ce qu'on dispose d'une étude d'impact? Oui, ce sont ces éléments que j'utilise pour m'exprimer. Okay. Et ces éléments d'impact nous ont permis de faire le constat qu'aujourd'hui, nous pensons qu'on peut passer de la phase de la réouverture des frontières aériennes à la phase de la réouverture des frontières terrestres. Ce sont ces éléments qui nous ont permis de tirer ces conclusions. Ok. D'accord. Pour revenir à votre question, c'est-à-dire que théoriquement, les frontières terrestres sont fermées, mais dans la pratique, ce n'est pas fermé. Vous voyez bien les passeurs. Je précise qu'on tombe directement dans la deuxième partie de ce débat, c'est-à-dire les conséquences de la fermeture des frontières. Allez-y. On fait passer des individus qui n'ont pas été contrôlés au plan sanitaire et après on n'a plus leurs traces et Dieu seul sait s'ils sont porteurs du virus. On ne peut plus contrôler. On ne contrôle pas et ces gens qui passent clandestinement les frontières se retrouvent au niveau des populations avec tout ce qu'on peut imaginer. Donc nous nous sommes dit, si on ferme théoriquement les frontières alors que dans la réalité les gens passent, il y a un problème. Il vaut mieux réouvrir les frontières et essayer de voir quel dispositif on va mettre au niveau des postes de contrôle pour au moins, cela va prendre le temps que ça va prendre, mais moi je préfère quelqu'un qui va prendre le temps pour se faire examiner, contrôler, 3, 4, 5 jours peut-être, que de passer de façon frauduleuse avec tous les risques qu'on connaît. Et nous avons vraiment le sentiment que ça a été 2 poids 2 mesures. On ne veut pas prononcer le terme, mais nous pensons que c'est ainsi. 2 poids 2 mesures. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent passer par la voie aérienne, et ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont obligés. Justement, quand on voit les risques que ces voyageurs prennent pour passer cette frontière, la nuit comme la journée, en prenant des pistes détournées, on se demande, mais qu'est-ce qui peut bien expliquer le fait que ces hommes et ces femmes veuillent prendre autant de risques pour se déplacer? Mais ce sont des questions liées à des nécessités vitales. Vous avez la Côte d'Ivoire et le Burkina sont tellement liés. Il y en a qui veulent passer la frontière. Pardonnez, je vais vous laisser terminer. Je précise que ce n'est pas seulement entre la frontière, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. J'allais réagir là-dessus. C'est tous les pays. Et le Togo aussi. Tous les pays de la sous-région. Au niveau des 50C, là-bas, il paraît que c'est encore pire. C'est en pleine journée, les gens sont rançonnés. Il faut donner 2000 francs aux forces de défense et de sécurité pour passer. C'est extraordinaire. Non, je suis d'accord. Allez-y, continuez votre développement. Oui, allez-y. Ce sont des nécessités. Oui. Ce sont des nécessités de la vie. Il y en a qui veulent passer pour des raisons familiales, liées peut-être à la santé, et ils n'ont pas, si vous voulez, ils n'ont pas une autorisation, parce que ce sont les habitudes aussi. Les gens ont l'habitude de passer la frontière pour aller résoudre des problèmes de famille sans prendre une autorisation. Ça aussi, il a manqué en tout cas au niveau des pays de la communication et de la sensibilisation. Est-ce qu'on a suffisamment communiqué et sensibilisé pour dire, si vous avez des raisons hautement valables, voilà à quelle institution, vers quelle autorité vous pouvez vous procurer une autorisation pour passer légalement la frontière. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un grave déficit de communication et ça, ce n'est pas bien pour nos populations. Si bien que les gens se sentent obligés de passer clandestinement la frontière pour aller résoudre leurs problèmes. Et l'une des conséquences, quand vous regardez le reportage, c'est même un traumatisme psychologique. On vous fait passer par la frontière avec les risques de coupeurs de route et quand vous regardez le reportage également, vous voyez les différentes complicités. Au niveau de l'UEMOA, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau des États, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez des agents qui sont censés protéger les populations, qui extorquent les fonds, qui extorquent les sous, qu'est-ce qui est pris comme mesure? Est-ce qu'il y a un dispositif d'alerte et de dénonciation qui a été pris au niveau de l'UEMOA, au niveau des États? Moi, c'est la question que je me pose. C'est la question que nous nous posons au niveau de la société civile. Allez-y. Voilà, d'accord. D'abord, je voulais dire que vous avez parfaitement raison sur ce constat que nous avons fait. Je vous ai dit qu'on est parti plus loin. Nous avons envoyé des gens de façon anonyme aussi pour parcourir les frontières et voir ce qui se passe. Je vais plus loin, il y a des choses qui ne figurent pas dans le reportage. Les femmes notamment qui sont toutes seules avec des enfants et tout ça, il y a des harcèlements qui sont commis sur les personnes et au niveau des checkpoints qu'on a vus, il y a des perceptions illicites qui sont opérées. Et vous savez aussi qu'avec la fermeture des frontières terrestres,
les services de sécurité, j'allais dire, ont un peu le vent en poupe, c'est-à-dire que les supervisions et les contrôles sont réduits, donc certains le font sans prendre de précautions. Donc, ce sont des choses qui se passent malheureusement. Donc, vous savez que lui ou moi, nous n'avons pas de mesures coercitives, sinon ce n'est plus une organisation d'intégration. Plutôt que de rapprocher, on serait en train de créer d'autres problèmes. Nous alertons les États. Nous n'avons pas de police, nous n'avons pas justement, toutes ces informations-là. Ça, ce n'est pas possible de l'avoir. Toutes ces informations, quand vous les portez aux États, quelle est leur réaction? Parce que quand on les a entendus, on a l'impression que nos autorités sont complètement déconnectées de la réalité. Quand ils vous disent que les frontières sont fermées, mais on peut passer quand même, est-ce que nos autorités savent ce qui se passe sur ces frontières, ces dangers, ces raquettes et tout cela? Normalement, les États ont mis en place ce qu'on appelle les laissez-passer. Les laissez-passer, mais malheureusement, il y a probablement, je le dis parce que là, je n'ai pas la preuve, il doit probablement y avoir un trafic autour des laissez-passer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi des cas particuliers, notamment des populations sensibles. Il y a aussi des produits sensibles qu'il faut faire passer, n'est-ce pas, par la voie marchandise. Mais malheureusement, souvent, c'est infiltré par des voyageurs clandestins qui passent avec des camions qui font passer des animaux. On voit aussi qu'ils transportent des personnes. Donc, il y a tous les cas de trafic et de clandestinité qui existent. Maintenant, je le dis, nous n'avons pas de service de police, nous n'avons pas de service de sécurité. Nous alertons les États et nous avons aussi un contact très important. Ce sont les transporteurs eux-mêmes, les syndicats. Nous avons un contact permanent avec les fêtières des syndicats de la sous-région qui nous alertent et qui nous informent comme une sorte de baromètre. Nous avons un observatoire des pratiques anormales qui nous alerte régulièrement sur ces événements. Nous faisons des rapports que nous transmettons aux États. Maintenant, il appartient aux États de prendre les mesures. Et je pense que votre émission, je pense qu'on ressasse les choses, mais je pense que l'objet aussi de l'émission, c'est aussi d'amener les autorités à comprendre ce qui se passe et aussi aller de l'avant. Parce que je peux vous dire, excusez-moi, peut-être je vais... Allez-y. Sur ce point, je peux vous dire que la question de la réouverture des frontières, elle n'était pas acquise, des frontières terrestres. Elle n'était pas acquise. Elle n'est pas acquise parce qu'il y a aussi un élément sur lequel on n'insiste pas beaucoup, c'est la question de sécurité. Lorsque vous fermez une frontière et que vous ne la contrôlez pas parce qu'il y a une sorte de clandestinité, vous ne contrôlez plus le flux, j'allais dire les flux dangereux, entre guillemets. Vous savez que nous sommes dans une zone très sensible. Tout à fait. Voilà, donc ça aussi, il faut l'intégrer. Bon, donc ce sont des éléments. Quand vous parlez de questions de sécurité, vous êtes très légitime pour en parler parce que je précise que vous avez été ministre de la Défense, je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire. Voilà, donc quand vous évoquez les questions de sécurité, vous êtes tout à fait légitime de parler des questions de sécurité, même si ce n'est pas avec cette casquette que vous êtes là ce soir. C'est ça. Donc ce sont des éléments que nous prenons en compte et je pense que les États ont maintenant compris la nécessité de pouvoir passer à ce cap. Et moi, j'apprécie beaucoup la société civile qui est là aussi. Nous avons des contacts avec la société civile qui nous alerte, sans oublier que dans nos services, nous avons un département chargé de la santé aussi, qui est en train de prendre des mesures, poser des règlements de la sous-région pour pouvoir harmoniser toutes ces procédures. On va y revenir tout à l'heure. Okay. Mais ce qu'on remarque, et c'est ça qui peut-être fait tiquer les populations qui se sentent peut-être abandonnées par leurs États, c'est que comme vous l'avez dit, vous avez transmis certaines informations aux États, la société civile aussi fait son travail, mais on assiste à un silence curieux des États qui ne font rien face à cette situation où on a le racket, on a des menaces, on a entendu même des menaces d'agents de sécurité sur des populations qui sont censées les protéger, mais qui les menacent. On voit le racket à ciel ouvert et ça dure depuis des mois et des mois. Aucune solution n'est trouvée, aucune disposition n'est prise par les États. C'est extraordinaire. Sur les frontières, on a l'impression qu'on est dans un Far West où chacun peut venir faire ce qu'il veut. C'est l'impression que ça donne. Éric. Et je pense qu'au niveau de l'UMOA, il y a une situation qui est là. En écoutant le commissaire, il y a un travail d'alerte qui est fait, il y a des recommandations. Mais la question que nous nous posons, est-ce qu'il ne faut pas franchir le cap et tendre vers la mise en place de mesures coercitives?
Ce n'est pas le rôle de l'UEMOA. Malheureusement, Voilà. nous ne pouvons pas le faire. Voilà, malheureusement, on ne peut pas le Il faire. s'agit des États qui sont souverains. C'est vrai. Nous, c'est vrai que nous vous pouvez- faisons des règlements, des directives, voyez-vous. On invite les États à le faire et même on fait la supervision de nous assurer que c'est mis en œuvre, mais vraiment, on ne peut pas franchir ce pas. Non, Et- mais et- je ne et peux on- pas dire que vous ne pouvez pas franchir le pas. Pour le Ça moment- peut être un défi. Le défi, c'est de tendre vers une organisation économique qui est capable quand même d'imposer des directives et de sanctionner des États qui ne facilitent pas, en tout cas, l'observation des règles communautaires. Voilà, Bon, je je pense pense qu'il qu'on- ne faut pas s'interdire. On vous écoute, je pense que Ouais. les plus hautes autorités En vont tout cas, vous écouter. il ne faut pas D'accord. s'interdire cette possibilité-là. D'accord. Parce que si ça voyait le jour, et je pense que ça allait être bénéfique pour les populations, si les États ne réagissent pas, quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas de mesures, de règles coercitives. Il faut contraindre les États. Il y a des exemples un peu partout. Vous prenez l'exemple de l'Europe, et tout pays membre de l'Union européenne, je crois que parfois, quand il y a des manquements, il y a des sanctions qui sont imposées. Voilà, il n'est pas... Oui, mais là-bas, vous savez très bien que tout est règlement. C'est-à-dire que même si vous devez prendre des règlements de coercition, il faut que ces règlements soient approuvés par les États. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, tout revient aux États qui sont souverains. Dans l'Union européenne, il y a des mesures coercitives parce que c'est approuvé par tout le monde. Mais les États aussi ne sont pas désincarnés. Derrière les États, vous avez les populations. D'accord. Ce n'est pas un dialogue. Monsieur Paul Kofi, la question que je voudrais vous poser, c'est quand vous rapportez toutes ces informations que vous avez aux États et qu'est-ce que les États vous disent? Parce que rien n'est fait au niveau des frontières. Ça fait 1 an que ça dure, cette situation, qu'il y a du racket, qu'il y a de la clandestinité, qu'il y a de la complicité avec même les transporteurs aussi, qui prennent les passagers d'ici jusqu'à la frontière et les abandonnent parfois à leur triste sort. Il y a du danger, il y a des gens qui sont blessés. Vous avez parlé de harcèlement. Vous rapportez tout cela aux États. Quelles sont les dispositions que les États prennent? Bon, d'abord, il y a une panoplie de mesures qui sont prises. La première mesure qui est prise, qui est d'ordre sécuritaire, c'est-à-dire que les services de sécurité opèrent, font ce qu'on appelle des patrouilles au niveau des frontières, font des contrôles inopinés, utilisent les services de douane, les services de police pour faire des contrôles et aussi échanger les informations. S'il y a des éléments, j'allais dire, des poursuites à faire ou à traduire des personnes devant des juridictions, donc les États utilisent ces éléments-là, puisqu'il y a la loi avec les États. Vous avez aussi ce que j'appelle des groupes cibles, des groupes majeurs, c'est-à-dire que les États rencontrent les transporteurs, que je vous ai dit tout à l'heure, ils ont leur syndicat, on arrive à les sensibiliser. Moi, je peux vous dire que nous le faisons et les États le font. Maintenant, la question clé, c'est la mesure coercitive qui n'est pas prise. Parce que, si vous voulez, c'est l'élément final qui vraiment est l'élément de sanction. Absolument. Sanction exemplaire, j'allais dire, pour empêcher, mettre fin à ces pratiques. Mais on revient, je dis, le serpent se mord la queue parce que tant que les États ne nous donnent pas ce pouvoir, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, franchir la souveraineté des pays. Et je pense qu'on va évoluer, la commission, les commissions régionales vont évoluer, je ne sais pas, dans 20 ans, dans une génération, je ne sais pas ce qui sera. C'est absolument clair. On est en train de finir la troisième partie. On va parler des solutions, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, et là je m'adresse à Dr Charlemagne, est-ce qu'aujourd'hui on peut aller à la réouverture des frontières terrestres, parce que tout le monde crie qu'il faut réouvrir les frontières terrestres, mais il faut aussi savoir les risques sanitaires que cela pourrait impliquer. Sur le plan sanitaire, à quoi est-ce qu'on s'exposerait en ouvrant les frontières terrestres? Merci, M. Kwame. Il faut dire d'abord que la fermeture des frontières a beaucoup aidé du point de vue sanitaire. Le flux, quand bien même il y a cette porosité, il y a énormément une réduction du flux du trafic routier qui a aussi contribué à la maîtrise de la pandémie. Et donc pour aller donc vers une ouverture prochaine des frontières, il y a un certain nombre de dispositions qui doivent être prises. Et justement, le pouvoir en place, les autorités en place travaillent d'arrache-pied à faire en sorte que justement le pays puisse donc se doter donc de ses capacités
pour aller donc vers l'ouverture prochaine des frontières. Et en ce sens, il s'agit de faire en sorte que on puisse mettre au niveau donc des différents points d'entrée des sites donc d'isolement, donc des sites de screening. Il faut faire en sorte donc de doter l'ensemble donc de ces points d'entrée. Il y en a 12 essentiels qu'il faut doter et ces 12 essentiels sont connus. Et sur les 44 points d'entrée que compte le pays, donc sur ces 12 points, il y a lieu qu'on puisse doter au niveau, donc mettre en place au niveau de ces points d'entrée donc des installations, des équipements donc spécifiques qui puissent permettre vraiment de filtrer, donc de screener, donc de faire en sorte que tout passager qui arrive à ce niveau puisse bénéficier d'un screening, donc avec la mise en place donc des caméras thermiques qui vont automatiquement donc prendre la température de tous les passagers qui vont débarquer. Et au cas où un passager présenterait donc une température supérieure à 38 degrés, qu'on puisse l'exfiltrer, qu'on puisse donc l'examiner, l'interroger et voir ce qui fait que sa température est au-dessus de 38 degrés. Au besoin, on pourrait donc éventuellement proposer à un tel passager un test de diagnostic rapide pour s'il a des symptômes qui font appel à la COVID-19 ou toute autre maladie donc, qui pourrait être une maladie épidémique. Et on pourrait en ce moment isoler également ce patient au niveau donc, de ces frontières. Donc cela nécessite notamment l'acquisition d'un certain nombre d'intrants, donc notamment également de la logistique roulante pour éventuellement faciliter donc, le transfert de ce patient donc, du point d'entrée vers le centre de santé et de promotion sociale le plus proche qui pourra donc le suivre, le prendre en charge et faire en sorte qu'il puisse être rapidement sur pied pour continuer son trajet. Il faut renforcer en un mot tous les équipements donc au niveau de ces points d'entrée, mais également renforcer les compétences des agents de santé. Il faut renforcer également en nombre les agents de santé qui, à l'étape actuelle, malgré la fermeture des frontières, peinent et souffrent durement au regard même du travail qui leur est imparti dans les différentes formations sanitaires. Et il y a des agents donc, qui font au niveau de ces points d'entrée un contrôle à l'étape actuelle et qui permettent donc pour le trafic donc, des marchandises et des personnes qui accompagnent ces marchandises, donc de screener, donc d'examiner donc ces différents passagers qui rentrent et aussi de faire en sorte qu'ils puissent freiner l'entrée de la maladie dans le pays. Donc la réouverture prochaine des frontières, je pense qu'il y a lieu donc d'abord une concertation sous-régionale donc qui sera donc sous le leadership certainement de l'UEMOA et aussi donc de la CEDEAO, et je pense qu'ils sont à pied d'œuvre justement pour rapidement accélérer ce processus et faire en sorte que tous les États d'abord donc se mettent ensemble pour harmoniser donc le dispositif, pour harmoniser les pratiques à mettre en place au niveau donc de ces points d'entrée, et aussi donc renforcer les compétences des agents de santé au niveau donc de ces différents points d'entrée, particulièrement pour ce qui concerne notre pays, et aussi de renforcer les équipements techniques, notamment les conteneurs qui puissent doter donc de caméras thermiques et également disposer donc les intrants en quantité suffisante qui puissent permettre également, et bien entendu les tests donc de diagnostic rapide qui peuvent permettre également d'identifier rapidement tous les cas qui pourront se présenter. C'est un ensemble de mesures. Donc c'est un ensemble de mesures. Et à l'étape actuelle, il y a donc un micro-plan donc, qui est élaboré et qui est assorti donc d'un certain nombre d'activités qui seront mises en œuvre et qui permettront de maîtriser donc cette réouverture prochaine des frontières sous le leadership donc de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et certainement, en temps opportun, vous aurez donc toutes les informations et vous aurez également beaucoup plus donc
d'éclaircissement. C'est un mécanisme qui pourrait être lourd. Il faudrait que tout soit fait pour ne pas qu'il y ait de congestion au niveau des frontières terrestres. Il faut dire que pour les frontières aériennes et pour les voyages, il faudra peut-être préciser qu'au niveau du Chorus, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Parce que maintenant, c'est 24 heures sur 24, les tests Covid en ce qui concerne le Burkina Faso. Et les choses commencent à être vraiment huilées. J'en ai fait l'expérience. J'ai accompagné plusieurs voyageurs qui devaient prendre l'avion. Et là, quand ça marche, je pense qu'il faut dire que ça marche. Quand ça ne marche pas, on le dit. Mais quand ça marche, au niveau des vols, maintenant, la machine est vraiment lancée. 24 heures sur 24, on peut faire les tests, avoir les résultats en 48 heures, 72 heures. Et ça marche bien. 98% des passagers qui débarquent à l'aéroport international de Ouagadougou justifient donc d'un test PCR négatif valide et environ 100% des passagers qui embarquent à l'aéroport international de Ouagadougou justifient également d'un test PCR donc la machine est lancée. Valide. Il reste à voir comment le faire pour les frontières terrestres. Paul Kofi, vous aviez dit que vous meniez régulièrement des rencontres avec les États pour voir comment aller à la réouverture de ces frontières terrestres. Quelles sont les recommandations que l'UEMOA a fait pour que ces frontières terrestres puissent aller à la réouverture sans qu'il y ait des dommages sur le plan sanitaire et sécurité aussi, comme vous le disiez? Voilà, merci beaucoup. Je pense que la société civile et tous ceux qui nous regardent ont dû faire le constat, comme notre collègue a insisté sur le silence des États. Je pense qu'il faut noter que la pandémie n'a pas prévenu. Lorsqu'elle est arrivée, elle a frappé de plein fouet. Et il fallait prendre des mesures. Et je crois qu'il faut reconnaître, en écoutant le médecin tout à l'heure, j'ai vu que les choses s'améliorent. Et c'est ça, c'est cette progressivité dans l'amélioration des mesures prises par les États qu'il faut saluer. Et on constate que les frontières terrestres sont plus difficiles à gérer. Donc il ne faut pas non plus lancer absolument la pierre aux États. Il faut reconnaître qu'il a fallu donc avoir tiré l'expérience de ce qu'on a fait au plan aérien pour passer au plan terrestre, parce que là-bas, les mouvements sont plus nombreux, les frontières sont plus nombreuses et le mouvement de voyageurs est beaucoup plus important et les risques sont plus nombreux. Alors, donc, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à une sorte de maturation. Nous avons une expérience sur une situation qu'on ne connaît pas et qui aujourd'hui, avec l'expérience, on peut passer maintenant à une autre phase. Alors, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est que, pour ne pas aller très loin, le mois de février qui vient de se passer, nous avons eu 2 grandes rencontres. Les ministères des Transports de la sous-région se sont retrouvés à travers leurs experts pour tenter d'harmoniser toutes les procédures sur la base de propositions qu'ont faites les services de sanitaire, notamment une réglementation sous-régionale. C'est-à-dire que vous avez dû constater que les délais de validité des tests varient d'un pays à un autre. 2 jours ou 5 jours ou 1 semaine. Et ensuite, on a le coût des tests qui varie de 30 à 50 000. Il faut harmoniser cela. Je crois que là, la CEDEAO nous a dévancé. Aujourd'hui, ce n'est pas plus de $50, c'est-à-dire autour de 27 000. Je pense qu'on est dans cette fourchette-là. Ensuite, il y a, n'est-ce pas, la reconnaissance même du test. Vous arrivez dans certains pays, vous rentrez avec vos tests, il n'est pas reconnu, vous êtes obligé de refaire nos tests. Donc ça aussi, il faut, à notre avis, un agrément au niveau des laboratoires, n'est-ce pas, qui procède à des tests. Parce que là aussi, il faut sécuriser le test. Il ne faut pas que les gens passent. Ça aussi, société civile, il ne faut pas aussi que les gens passent à des tests clandestins, n'est-ce pas? Il faut que ces tests-là soient validés par les services de santé. Donc tout cela est en train d'être mis en place. Et le secteur privé s'est réuni le mois dernier à insister parce que le secteur des transports est à l'agonie dans la sous-région, qu'il soit transport terrestre ou aérien, donc il faut prendre des mesures. Et aujourd'hui, je vous parle, pas plus tard que même aujourd'hui, les ministres de la Santé viennent de finir leur rencontre sur les mesures qui doivent être prises que le docteur Charlemagne a évoqué. Donc c'est une réalité. Et je pense que avant les vacances, ces mesures seront prises. Donc ce n'est pas une affaire dans 3-4 mois. Est-ce qu'il y a une échéance? Je n'ai pas le mandat de donner l'échéance. Une fourchette, peut-être. Pardon? Une fourchette, peut-être. Une fourchette, je pense que dans ce trimestre. Le trimestre qui arrive. Le trimestre qui arrive, avril,
mai, juin. Voilà, d'ici juin, d'ici juin. C'est encore long, hein? C'est pas long, suivant l'actualité. Quand on voit ce qui se passe sur les frontières, quand on voit le danger, les risques que prennent les voyageurs, les personnes qui passent, qui sont exposées, peut-être même à la mort, avec les rançons, le racket, 3 mois, 4 mois encore, ça peut paraître peut-être pas long pour certaines personnes, mais pour ces victimes-là, ces populations-là, ça peut paraître très long. Non, écoutez, pour une pandémie aussi qui fait autant de mal, je pense que ce n'est pas mauvais d'attendre encore quelques semaines, quelques mois. Je pense que les autorités de la Commission, mais aussi des États sont aujourd'hui sensibilisés et les mesures, je pense, seront prises très bientôt. Pendant cet état, ceux qui peuvent prendre l'avion, continuent de prendre l'avion. Ce n'est pas de vous que je parle des décisions des États. Éric, allez-y. Bien, en écoutant les uns les autres, je vois que Dr Chalmain a déroulé une série de propositions et de mesures assez pertinentes, mais malheureusement, il n'est pas un décideur. C'est dommage d'ailleurs que sur ce plateau, le ministère des Transports soit absent, alors que nous pensions que c'est Nous les avons invités, je l'ai précisé tout à l'heure. Nous pensions que c'est une occasion de communiquer et de dire aux populations qu'est-ce qui se fait actuellement pour la levée éventuelle des mesures, pour soulager, pour rassurer les populations. Je peux confirmer, tout à l'heure, j'ai pris la parole pour confirmer ce qu'il a dit. Oui. En tant que médecin, je ne le suis pas. Il a dit que la commission l'UEMOA prend ses responsabilités. Si vous avez suivi la CEDEAO il y a quelque temps, à sa 58e session, et ils ont pris ces mesures-là déjà. Donc l'UEMOA va emboîter et je vous ai dit qu'aujourd'hui même, nous sommes aujourd'hui le 10 mars, les ministres de la Santé de l'UEMOA viennent de se réunir et les choses se mettent en place. Et il a dit, et j'ai confirmé ce qu'il a dit. Donc je voudrais quand même vous rassurer et noter quand ça va, ça va. Et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Sur la question sur le coup, parfaitement, je vous ai compris. Non, oui. C'était une parenthèse sur l'absence quand même d'accord, bon, ça, c'est autre chose. De l'autorité étatique sur le plateau. Et nous pensons que c'était une occasion quand même de participer au débat et de donner des informations et afin de rassurer la population qu'il n'y a pas un silence absolu, il y a quelque chose qui se fait en vue de la prochaine réouverture des frontières terrestres. Et nous pensons que c'est une occasion ratée. Éric Kinda, vous qui êtes de la société civile, aujourd'hui, quel est le sentiment de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ne peuvent pas prendre l'avion, qui ont des difficultés pour voyager de manière terrestre? Quel est leur sentiment, vous qui êtes au sein de la société civile? Qu'est-ce que ces populations-là veulent? Qu'est-ce que ces populations-là demandent? Comment ils se sentent? Abandonnés, oubliés, livrés, victimes? C'est quoi leur sentiment? C'est tout à la fois. Ils se sentent oubliés, abandonnés. C'est la frustration. C'est même le désespoir. Et les conséquences sont énormes. Et c'est vrai qu'au niveau du fret, on dit qu'on permet le passage des marchandises, surtout les produits de consommation de première nécessité. Mais moi, je suis un consommateur. Quand vous êtes dans les quartiers, parfois vous partez pour prendre un produit, on vous dit que le coût a augmenté parce que les frontières sont fermées. Ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est dans le même temps, il n'y a pas un mécanisme de contrôle et de suivi des prix. Donc chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est une des faiblesses des États. Voilà. Donc ça, c'est une réalité que les gens vivent au quotidien. Vous partez, le coût grimpe de façon exponentielle. Et la raison qu'on vous donne, les frontières sont fermées, et vous dites, mais mon cher ami, les frontières terrestres sont fermées, c'est vrai, mais nous savons que les produits de consommation de première nécessité passent. Pourquoi c'est ainsi? Donc, on ne peut pas entendre raison. Et dans le même temps, on ne sent pas les États bouger pour régler ce problème. Donc, c'est un sentiment d'abandon, à la limite un sentiment d'impuissance. Et c'est pourquoi nous invitons en tout cas les autorités en charge de la question vraiment à prendre leurs responsabilités, à communiquer. Quelles que soient les mesures qu'on va prendre pour la réouverture des frontières, nous pensons également qu'il faut travailler à la sensibilisation, à la communication. Il faut communiquer, il faut donner la bonne information aux populations qui se déplacent. Faute d'information, les gens vont toujours passer par les canaux frauduleux. Ils vont se faire racketter avec tous les risques qu'on connaît. Il faut communiquer. Bon, monsieur le commissaire de l'UEMOA a parlé de l'implication de la société civile. Nous sommes prêts à nous impliquer. Encore faut-il nous considérer, encore faut-il aussi nous permettre de le faire. Si on nous ignore, c'est difficile. Nous dénonçons, nous alertons, nous interpellons, mais si nous sentons également aussi que dans notre élan, il y a de la mesure, il y a de la considération pour ce que nous faisons, il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas ce que nous avons à faire pour améliorer les choses. Voilà. Docteur, par rapport,
Je reviens toujours à la libre circulation des personnes. Aller et venir librement. Depuis les temps anciens, c'est un droit auquel les hommes tiennent. Et quand il y a cette inégalité et qu'on l'explique sur le plan sanitaire seulement, est-ce que c'est un argument qui tient? Oui, je pense que M. le commissaire l'a dit, lorsque on prend des décisions qui visent à mettre une population en quarantaine, c'est d'abord pour le bien de cette population. C'est pour freiner en fait l'élan d'une maladie, donc la propagation de la pandémie au Covid-19. Mais il faut dire qu'en même temps qu'on prend la décision, on aurait pu prendre autres mesures. Les mesures existent, comme il a si bien dit, par rapport donc au laissez-passer. Mais qu'est-ce qu'on en fait des laissez-passer? Il y a lieu justement qu'on réfléchisse davantage pour comment faire pour accompagner ce bas peuple qui est donc laissé, qui est oublié. Mais il faut dire que la mesure sanitaire qui a été prise donc était d'abord salutaire parce que ça a permis de freiner l'élan, mais très vite vous avez vu que la pandémie en fait à la Covid-19 n'était pas seulement qu'un problème sanitaire, c'était une crise transversale qui a touché tous les secteurs de la vie sociale, de la vie économique, et cette crise donc se devait donc d'avoir une réponse donc à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle que la gestion de cette crise a été confiée à un secrétariat exécutif qui est donc chargé donc de coordonner donc les activités d'un certain nombre de comités sectoriels. Donc vous avez 5 comités sectoriels donc qui s'inscrivent en droite ligne donc à la riposte donc de la pandémie. Et notamment, vous avez le comité sectoriel liberté publique et réponse communautaire, vous avez le comité sectoriel santé, vous avez le comité sectoriel coopération et développement, vous avez le comité sectoriel action humanitaire et vous avez le comité sectoriel communication. Tout cela c'est bien, mais concrètement, fondamentalement, un an de fermeture de frontières, 1 an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pardonnez-moi d'insister là-dessus, parce que nous essayons de faire passer le sentiment qu'ont les populations, quand on discute avec elles, c'est l'exaspération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux aller en France, si j'ai les moyens de prendre un billet d'avion, je vais en France. Je vais aller en Côte d'Ivoire par la route, je ne peux pas. Je ne sais pas si vous comprenez cette inégalité, c'est le sentiment que les gens ont. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils sont livrés à l'être ce sort. C'est-à-dire que si vous voulez aller en France aujourd'hui, M. Paul Kofi, vous prenez votre billet d'avion, vous faites votre test, vous allez en France. Mais moi, ou bien un autre qui est peut-être à Niangologo, qui veut aller juste en Côte d'Ivoire à côté, il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut aussi expliquer. Ça fait 1 an que ça dure. Non, mais il faut aussi expliquer. Vous voyez qu'aujourd'hui, le test, c'est de l'ordre, je dis, dans les pays, entre 30 et 50 000. Quelqu'un qui doit parcourir, je ne sais pas, une frontière, une centaine de kilomètres, où le coût du transport est peut-être à 5 000 à 10 000, absolument, qui doit aller payer 50 000 francs pour faire son test. C'est un vrai débat. Il ne peut pas voyager. C'est clair, c'est clair. Alors, faut-il le laisser partir pour qu'il contracte la maladie ou bien alors qu'il la transfère? Mais non, donc tout cela est de la responsabilité de l'État. L'État a une responsabilité d'abord sanitaire. Je crois qu'il faut le reconnaître qu'on a mis la priorité sur la santé. Bon, c'est un choix des États. Bon, ensuite, il y a aussi la question économique. Je n'en ai pas parlé parce que la question n'a pas été posée. Oui, mais dès que la pandémie est est arrivée au mois d'avril de l'année dernière, les chefs d'État se sont réunis. D'abord, les ministres des Finances, ils ont pris des mesures pour mettre des ressources à disposition des États pour soutenir le secteur privé. Il y a eu aussi, au niveau de la Banque centrale, qui a permis aux banques d'être liquides, notamment dans certains pays, ils sont même partis plus loin, à reporter les paiements des impôts. Les échéances bancaires ont été reportées dans certains pays. Il y a eu aussi la BOAD qui a fait des crédits concessionnels aux États. Il y a des secteurs entiers qui ont été soutenus. Tout cela, c'est pour éviter
que les économies s'écroulent. Je suis d'accord avec vous, Paul Kofi, mais ce sont des mesures qui ont peut-être permis aux économies de surnager, mais malheureusement, comme je l'ai dit, je vous laisse terminer tout à l'heure, vous allez terminer. Malheureusement, comme je l'ai dit, ce sont des mesures qui touchent peut-être les grandes entreprises. On a vu dans nos pays, dès que la pandémie est arrivée, la première décision qu'on a prise, c'est de fermer les marchés, par exemple. On ferme les marchés, mais on laisse les grandes enseignes, les supermarchés ouverts. Alors, qui va faire ces achats dans les grands marchés? Ce sont les personnes aux revenus modestes. C'est eux qui vont faire les achats dans les grands marchés. Et ce sont les personnes à revenus modestes qui vont aussi vendre dans ces marchés. On ferme ces marchés et on laisse les grands magasins ouverts. Dans ces grands magasins, c'est encore les personnes qui sont aisées qui vont faire les achats dans ces grands magasins. Et donc, c'est cette inégalité-là que peut-être perçoivent ces populations-là qui se disent que, bon, voilà, pour voyager encore, eh bien, on les empêche de voyager. Et je vous comprends, vous posez le problème des tests qu'il faut faire pour voyager, mais encore une fois, c'est... Allons plus loin, prenons même l'exemple des marchés. Oui. Un marché. Quand vous rentrez dans un marché, déjà, l'entrée du marché, on peut rentrer par milieu. Tout à fait. Vous voyez, le matin, madame ou les enfants vont au marché, la bonne va au marché, aucune mesure de protection. Absolument. On descend, on fait les fils, on achète les condiments sans mesure de protection. Vous imaginez dans quelle situation un État responsable peut laisser cette situation sans prendre des mesures. Je peux vous dire que c'est ce qui a sauvé la sous-région. Il faut accepter aussi, que les populations acceptent que si on n'avait pas pris ces mesures dès le départ, je pense qu'on serait aujourd'hui comme des pays que je ne veux pas nommer. Rien en Amérique latine, parce qu'on peut se dire que l'Europe a tous les moyens nécessaires de pouvoir. Mais regardez, en Asie ou en Amérique latine. Même aux États-Unis d'Amérique. Non, aux États-Unis d'Amérique. Mais il ne faut pas aussi occulter les souffrances. On a même vu des images à la télévision qui font peur, où il n'y a même plus, j'allais dire... les pompes funèbres étaient saturées. Bon, voilà, je ne veux pas dire ces choses macabres. Mais alors, Dieu a fait que nos services sanitaires ne sont pas suffisamment équipés. Et grâce à ces mesures barrières, grâce à ces mesures conservatoires, des mesures sanitaires qui ont été prises de façon vigoureuse par les États, on a empêché une propagation trop rapide de la pandémie. Et je pense que le Burkina fait partie des États qui ont bien géré cette situation. Il faut aussi le noter. Dans la sous-région. On comprend, et nos téléspectateurs comprennent que c'est une situation difficile, même comme vous le disiez, les pays les plus aisés, qui ont tous les moyens, ont encore, même qu'aujourd'hui, des difficultés à pouvoir gérer cette pandémie. Il y a toujours les populations qui marchent, qui se plaignent. Donc, on comprend tous que c'est une situation inédite, difficile, délicate, mais il faudrait... je voudrais aussi que vous le mentionnez aussi. Oui, non, on le mentionne. Ne vous y trompez pas. Même les populations qui se plaignent comprennent la situation aussi. Mais vous savez qu'à côté de la souffrance, quand on a l'impression d'avoir deux poids, deux mesures... Soyez à l'équilibre aussi. D'accord. Dans vos commentaires, soyez à l'équilibre. Entre les mesures qui ont été prises par les États et aussi les plaintes justifiées des populations. Oui, mais dont certaines sont démunies. D'accord, vous avez parfaitement raison. Il faut équilibrer les deux. Les États ont toujours la parole dans les médias, mais les personnes faibles, on parle rarement. Donc, nous avons le devoir de nous poser en porte-parole de ces personnes-là. Je sais que vous le comprenez bien. Nous allons complètement à la fin de cette émission. Nous sommes en train de terminer. Un dernier tour de table. Éric, rapidement. Oui, en tout cas, à écouter le commissaire de l'UEMOA, il y a des choses qui sont faites. Maintenant, est-ce que vous avez suggéré, par exemple, aux États la possibilité de subventionner les tests pour que le coût même des tests baisse, pour permettre à l'individu lambda quand même de faire un test à moindre frais et puis traverser la frontière. Ça, c'est la question que je me pose. Et sur la question de la réouverture des frontières, nous pensons en tout cas que, vu les souffrances des populations, si en tout cas on peut porter la réflexion sur une réouverture rapide, parce que 3 mois, nous pensons que ce n'est pas facile pour ces populations-là qui souffrent, parce que comme je l'ai dit précédemment, il y a un ressentiment. Il y a un ressentiment, on sent une injustice, et on sent une mesure de 2 poids, une politique de 2 poids, 2 mesures, et ça, quand la frustration grandit, c'est pas bon pour la cohésion sociale, c'est pas bon pour les populations. Et je pense qu'il faut agir rapidement, et c'est justement à cause de ce fait que je déplore en tout cas l'absence sur le plateau
d'une représentation de l'État afin que nous puissions entendre qu'est-ce qui se fait concrètement pour une réouverture rapide des frontières. C'est vrai que le commissaire a parlé de mécanismes en cours, des rencontres par-ci par-là. C'est bien. Bon, voilà, la question que nous nous posons aussi, peut-être que le coût de ces rencontres-là aurait permis aussi de subventionner. Ah non, non, je peux vous dire aujourd'hui, non, sa question est pertinente. Aujourd'hui, nous utilisons la visioconférence. Nous avons réduit au maximum les coûts, les frais. C'est une excellente chose. Par téléconférence, ça réduit les coûts, ça réduit les voyages, les missions, etc. On est aussi dans la lignée. Hein. On est dans la lignée de faire des efforts comme tout le monde. Alors peut-être pour aller dans le sens qu'il dit tout à l'heure, bon, en fait, quand on dit « je n'ai pas mandat », je suis désolé de donner des dates et de donner des périodes assez précises. Accepter, souffrir que je ne le fasse pas. Bon, mais écoutez, c'est aussi mon chapeau, j'ai ma limite. On dit souvent, le proverbe dit qu'on accroche sa veste là où son bras arrive. Donc, je ne suis pas allé au-delà, mais je voudrais quand même donner des assurances que les choses seront faites. Et même les ministres de la Santé vont plus loin. Ils font des recommandations sur le coût des dépistages pour le transport terrestre qui devrait être différent du transport aérien. Voilà, donc, tous ces éléments sont pris en compte. On est très conscient et très sensible à ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que, comme vous le disiez, on ne peut pas dire à un individu qui veut aller peut-être de Ouagadougou à Abidjan, qui paye peut-être 25 000, de faire un test de 50 000 francs. Ça paraît vraiment anachronique. Anachronique et aberrant. Atteindre la veste partout. Docteur Charlemagne, et puis vous allez conclure. Merci. Je pense que la fermeture des frontières, quand bien même il y a des difficultés, il faut dire qu'elle a été salutaire pour le secteur de la santé. Pour sa réouverture prochaine, il y a lieu donc que les États travaillent d'arrache-pied et donc de concert avec les uns et les autres pour harmoniser les pratiques sous le leadership donc, de l'UEMOA et de la CEDEAO et faire en sorte que un certain nombre de mesures puissent accompagner donc l'ensemble donc des acteurs au niveau des points d'entrée. C'est aussi la question donc de la faisabilité des tests donc de diagnostic rapide antigénique au niveau donc de ces points d'entrée et faciliter justement l'accès donc de ces tests donc à toutes les populations qui seront donc amenées à franchir les deux côtés de la frontière. Voilà un peu ce que je voulais dire et profiter en tout cas pour rappeler que bien que nous sommes en train d'amorcer une décrue donc de la pandémie, c'est toujours des mesures qu'il faut observer, les mesures barrières, et surtout faire en sorte que chacun reste responsable donc, dans le processus donc, de riposte à la pandémie. Encourager surtout chaque leader à quelque niveau qu'il soit à être un modèle, à faire en sorte que les populations qui nous regardent puissent comprendre la nécessité de poursuivre justement le port de masque, le lavage des mains et la distanciation physique. Voilà un peu, je vous remercie pour ce dernier message. Merci, on dit que la répétition est pédagogique, c'est toujours important de répéter. Paul Kofi, vous allez conclure, mais avant de conclure, je voulais le signifier à nos téléspectateurs. Nous vous disons merci à vous, Paul Kofi, mais aussi à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui avait accepté de répondre à notre invitation. Il faut dire que nous avons été agréablement surpris parce que vos équipes n'ont pas ménagé leurs efforts. Lorsque nous avons envoyé l'invitation, nous avons été automatiquement contactés par vos équipes qui nous ont rencontrés. Avec eux, on a tenu une réunion qui a été très enrichissante. Il n'y a pas eu de difficulté aucune. Et il faut dire qu'au niveau de l'UEMOA, un commissaire, c'est un rang très haut, juste après le président de la commission lui-même, c'est le commissaire. Donc, la personne qui est venue représenter l'UEMOA ce soir, ce n'est pas, pardonnez-moi, entre griffes, n'importe qui, c'est un commissaire qui est venu et cela est à votre honneur. Merci d'avoir accepté d'honorer cette émission. C'est une collaboration exceptionnelle que nous voudrions vous dire merci pour que nos téléspectateurs le sachent et nous espérons que nous allons pouvoir encore collaborer pour d'autres émissions. En tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup parce que votre présence a permis de comprendre un ensemble de choses, a permis aux populations de comprendre que des choses sont en train d'être faites et que les choses avancent. Merci à vous, Dr Paul Kofi. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes commissaire chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire du transport. Et je voudrais vous dire de aussi féliciter vos collaborateurs avec qui nous avons eu une réunion très enrichissante et les choses se sont très bien passées. Ils ont fait un travail formidable. L'UEMOA a fait un travail formidable avec nous. Vous pouvez conclure maintenant.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais donc manifester ma sympathie, aussi dire que nous sommes très honorés de ce que vous êtes en train de nous dire, et je vais porter le message à M. le Président de la Commission. Je suis persuadé qu'il nous suit, puisque c'est indirect, c'est ce que vous nous avez dit. Et aussi noter que nos collaborateurs, dès que vous avez demandé à ce que nous puissions mettre à votre disposition, l'ont fait. Donc je voudrais aussi de leur part vous remercier de cette collaboration. Nous sommes donc ouverts pour toute collaboration dans le futur, et à tout moment, n'hésitez pas pour tout sujet. J'ai des collègues qui, en fonction des thématiques, pourront aussi venir sur ce plateau. Alors, par rapport à la situation, moi, ce que je note, la première chose, c'est de noter que les mesures qui ont été prises de fermeture de frontières étaient salutaires. Et je voudrais, en dépit de ce qu'on peut dire, de tout ce que cela a comporté comme frustration, restriction pour la population, c'était absolument nécessaire. Ce qui a permis à la sous-région et même au continent, j'allais dire, de ne pas connaître, n'est-ce pas, la forte propagation que d'autres continents ont connue. Deuxièmement, la commission et l'UEMOA, dès que la situation s'est présentée, a pris des mesures d'ordre économique et financier, des mesures d'ordre sanitaire. Le médecin l'a confirmé. Nous avons réuni la communauté des médecins de la sous-région. Aussi, au niveau du secteur des transports qui était à l'agonie, nous avons également dû prendre des mesures. Et aujourd'hui, maintenant, nous passons à la phase de la réouverture des frontières terrestres. Je voudrais vous dire que dans tout cet environnement, le pays comme le Bénin, qu'il faut saluer, parce que le Bénin n'a jamais fermé ses frontières, ça ne se dit pas, mais le Bénin n'a pas fermé ses frontières, donc cela est tout à fait possible. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase, j'allais dire, sûre, et je pense, je ne veux pas être le divin, mais nous sommes dans la phase de la prochaine réouverture des frontières terrestres. Et je voudrais que la population fasse confiance à l'UEMOA, et probablement au niveau le plus élevé de nos États, les mesures seront prises pour que nous allions dans ce sens. Merci Paul Kofi, merci Dr Charlemagne. Il faut préciser aussi qu'au niveau du Chorus, vous avez toujours répondu à nos invitations. La dernière fois, dans notre émission Flashback de bilan de fin d'année, c'est le premier responsable du Chorus même qui était là. Merci à vous. La société civile, nous sommes toujours ensemble généralement. Merci aux balais citoyens d'être venus. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'à cette heure tardive en milieu de semaine, mais je pense que l'effort en valait la peine. Merci de nous avoir suivis et nous espérons que dans les mois, les semaines à venir, les frontières terrestres vont s'ouvrir pour permettre aux populations de l'UEMOA de jouir de leur droit le plus élémentaire, c'est-à-dire le droit d'aller et de venir librement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est la fin de ce deuxième numéro de Lignes des Mires. Au revoir et bonsoir.